On est au lancement de la fête de la vache nantaise, c'est vendredi matin, c'est le coup de feu, et on démarre, c'est quand même peut-être pas anodin, par une remise qui est devenue traditionnelle dans le cadre de cette fête, c'est la remise du challenge de l'agriculture paysanne. Bien oui, bonjour à tous. On est très heureux d'accueillir le challenge de l'agriculture paysanne. Pour nous, c'est très important de vous accueillir, surtout vous les jeunes, qui aujourd'hui êtes en formation agricole, qui demain allez prendre une direction ou une autre dans l'agriculture. Ce qu'on veut ou ce qu'on voudrait, c'est au moins qu'une fois dans votre cursus, vous rencontriez des gens comme nous, des paysans qui ont une vision, c'est vrai, différente de l'agriculture telle qu'elle a été enseignée pendant longtemps. Mais on veut que vous nous approchiez pour démystifier un petit peu ce qu'on est. Vous montrer que ces races locales, elles sont sans doute, et moi j'en suis persuadé, un avenir pour l'agriculture de notre département. Et que demain, quand vous allez faire des choix d'installation, vous pensez à ce que vous avez vu dans cette fête et que ça vous permette peut-être de vous dire que race locale, circuit court, valorisation, ça peut être intéressant pour vous. Voilà, merci. Merci Laurent. On peut l'applaudir, allez-y, ouais. Bernard Lebeau, on est donc chez vous, comme tous les 4 ans désormais. La fête de la vache nantaise, c'est devenu quelque chose qui se déroule tous les 4 ans, ça avait été tous les 2 ans. C'est un événement considérable. Quel est votre sentiment à la veille au moment du lancement de cette fête-là? Et quel message avez-vous adressé aux élèves et étudiants qui sont là? Alors, bienvenue à vous tous, bienvenue aux élèves. Je crois que j'ai l'impression que je vous connais un petit peu parce que on a dû se croiser au sein du conseil départemental. Mais je ne suis pas là, Monsieur le Président en parlera plutôt après du challenge. C'est vrai que j'ai un peu les 2 casquettes, mais là je suis le maire de Plessé. C'est avec beaucoup de fierté qu'en fait on lance aujourd'hui ces 3 jours organisés par l'association Pas Bête la Fête. Beaucoup d'émotions aussi parce que ça ferait 4 ans. C'est surtout revoir toute l'énergie qui a été dépensée par le milieu associatif et Laurent tellement passionné. Donc je vous souhaite la bienvenue sur la commune de Plessé, la plus grande ou la plus belle du monde bien évidemment. Et pendant 3 jours. J'aurai l'occasion d'en parler aussi à l'inauguration demain de notre belle commune de Plessé. Bonne journée à vous tous et puis merci d'être là. C'est un honneur d'accueillir pour la 2e fois consécutive la remise du prix de challenge de l'agriculture, c'est-à-dire cette année ici, mais l'année dernière, on avait aussi fait la remise du prix sur le PC, au Dreny, encore, à la ferme du Gaïc des 7 Chemins, parce que on avait déjà été mis à l'honneur avec cette fameuse vache qui a été la star du Salon de l'agriculture l'année dernière, Fine. Voilà, donc c'est un honneur et beaucoup de fierté. Merci, on en reparlera de Fine peut-être dans un instant. Merci Bernard Lebeau. Philippe Grosvalet, voilà, on peut l'applaudir aussi. Philippe Grosvalet, je le disais, vous êtes le président du département de Loire-Atlantique qui porte ce challenge de l'agriculture paysanne. Alors, peut-être un petit mot d'accueil, mais c'est à vous de nous expliquer pourquoi le département soutient ce challenge, quel sens il y met. Il y a quand même une question de politique aussi derrière ça, malgré tout. Quel est le sens que vous mettez dans ce challenge et dans sa présence ici dans le cadre de la fête de la vache nantaise? Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je m'adresse plutôt aux jeunes étudiants. Vous savez, en 1936, c'est la première fois que la France a un ministre, à l'époque c'était même un sous-secrétaire d'État à la jeunesse, qui s'appelait Léo Lagrange. Il a écrit une phrase merveilleuse. Il a commencé à dire aux jeunes, il ne faut pas tracer une seule route, il faut ouvrir tous les chemins. Et au fond, pour répondre à votre question, c'est ça le sens de ce challenge. Parce que nous sommes aujourd'hui face à des défis incroyables. Notre génération a failli. Et donc votre génération doit relever ce formidable défi. Le premier, c'est de nourrir les hommes et les femmes de la planète. Le second, c'est de préserver toutes les ressources de la planète. C'est un défi extraordinairement incroyable. Et si vous embrassez cette carrière, que vous soyez fille, fils d'agriculteur ou pas, eh bien, vous ne pourrez pas exercer ce métier sans donner du sens, de la réflexion à ce pourquoi vous produisez en agriculture. C'est extrêmement important. Et je crois que dans aucun métier aujourd'hui, on peut
s'exonérer de donner du sens à ce que l'on fait. Et quand on cultive la terre, quand on produit ce qui est essentiel, on oublie que la première nécessité pour l'être humain, c'est de manger et de boire. Donc veiller à la qualité de ce que l'on produit, veiller à la qualité de l'eau, eh bien c'est le premier devoir que nous avons tous pour faire en sorte effectivement, bien sûr que la planète survive, mais que l'humanité puisse continuer de se développer. Et en Loire-Atlantique, nous sommes toujours sur cette ligne de crête, à la fois de préserver nos ressources naturelles, il y en a beaucoup ici. Nous sommes le deuxième département en France en surface d'eau. Donc nous avons une responsabilité extraordinaire de préserver la ressource, de préserver la terre, puisque nous accueillons aussi de nouveaux habitants qu'il faut loger, etc. Et en même temps, d'assurer cette qualité, cette protection des ressources. C'est notre défi, mais c'est surtout aujourd'hui, pour votre génération, je crois, le défi essentiel, tout en, comme le disait Laurent, en retirant bien sûr une ressource. Parce qu'un agriculteur, une agricultrice, un paysan, une paysanne, doivent pouvoir vivre dignement de leur travail, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Et donc il y a d'autres chemins pour trouver cet équilibre écologique et économique. Eh bien, je vous invite à les explorer, à être curieux, à rechercher. Et c'est le sens que nous avions donné à ce challenge. Et je remercie toutes celles et ceux qui ont contribué, les initiateurs. Je remercie CAP 44 qui en est l'organisateur, les membres du jury, tous les membres du jury qui sont présents ici, ma collègue Christine Aurin, vice-présidente du département qui s'occupe, entre autres, des collèges et donc de la restauration scolaire. Je vois Gilles Philippot qui a été vice-président, qui est un des vôtres. Et donc je remercie toutes celles et ceux qui contribuent. Et bien sûr les établissements et leurs enseignants. Parce que ce challenge ne peut pas vivre si la porte des établissements n'est pas ouverte à ce challenge, si l'esprit des établissements, des enseignants, n'est pas ouvert à cette nouvelle forme, et si effectivement sans cela ce ne serait pas possible. Donc merci à toutes et à tous, et que vive longtemps le challenge. Merci beaucoup Philippe Grosvalet. Alors l'agriculture paysanne, c'est l'objet du challenge, c'est l'objet des travaux d'études que vous avez menés et de ceux que vous mènerez peut-être, mais pour qu'on en parle très concrètement, cette heure qui est devant nous, elle va permettre à des acteurs de cette agriculture paysanne de prendre la parole sous forme de séquence. Alors évidemment, avec une première question qu'on se pose, c'est pourquoi on est là, pourquoi on est ici avec derrière nous des cuisines. Pour en parler, j'invite Cédric Briand et Christian Aguerre à me rejoindre pour la première séquence. Merci messieurs. C'est bon. Alors je vous les présente rapidement. Cédric Briand, c'est le local de l'étape, c'est l'un des piliers de cette fête de la vache nantaise, tout comme Laurent Chalet. Cédric est éleveur en bretonne pinoire, ici, sur Plessé. Avec mes deux associés. Au sein de la ferme des 7 chemins dont il était question à l'instant. C'est ça. Voilà, on a eu l'occasion de vous voir et puis de voir encore plus votre vache fine lors du dernier salon de l'agriculture. Et puis Christian Aguerre, c'est avec tous les éleveurs du port basque Quintoa, l'invité d'honneur de cette fête de la vache nantaise. Vous savez qu'à chaque édition, il y a un invité d'honneur. Cette année, c'est le port basque Quintoa. C'est la première fois que ce n'est pas une vache, on est bien d'accord ? C'est ça. Voilà. Tous les deux, vous êtes inscrits dans l'agriculture paysanne. Et Cédric, c'est à toi de nous dire pourquoi on a choisi d'organiser ce challenge ici dans ce qui s'appelle l'amphithéâtre des saveurs, devant des gens qui, eux, ne sont pas éleveurs, mais sont des professionnels de la transformation de cette viande. Alors c'est très simple. Une des clés de l'agriculture paysanne, c'est les circuits courts. Et pour faire des circuits courts, il faut produire, il faut transformer et il faut commercialiser. Et pour faire ça, ça nécessite des métiers et des savoir-faire. Et bien devant vous, vous avez les principaux métiers de bouche qui permettent de valoriser, de transformer et de réussir à mettre en évidence la cohérence de l'agriculture paysanne, à mon avis. Alors, pour moi, ce qui était important, c'est de montrer qu'il n'y a pas des chefs, des petits artisans, c'est qu'il y a une transversalité, vous avez des bouchers, des chefs cuisiniers, des crémiers, il y a un maraîcher, il n'est pas encore arrivé, mais on a le légume, il n'y a pas que de la viande, vous avez vu.
Et l'idée, c'était de montrer que si vous vous intéressez un jour à vous installer en vente directe ou en circuit court, il y a une démarche importante, c'est de maîtriser différents métiers, différents savoir-faire. Et là, vous êtes là, on peut en parler avec vous, on peut vous montrer et vous questionner. L'idée, c'était ça, rapidement. Et une autre idée, c'est que en le faisant de manière transversale comme ça montre qu'il faut une certaine structuration collective. C'est-à-dire que chaque secteur de métier ne doit pas travailler de manière cloisonnée, mais on doit pouvoir se rassembler, que ce soit entre producteurs, mais aussi entre métiers de bouche. Alors la gastronomie, l'alimentation, c'est que du bon sens de le rappeler, c'est la finalité de votre métier de producteur. Mais est-ce à dire qu'on l'a oublié finalement un peu? Alors c'est la finalité, alors souvent on dit les paysans ils servent à quoi? Eh ben logiquement on sert à nourrir nos concitoyens. Moi mon raisonnement c'est que la gastronomie elle met en valeur, en scène, elle nous questionne sur nos pratiques. Élever des races locales, il faut retrouver tous les itinéraires techniques, c'est des races qui ont quasiment été abandonnées. Donc ça veut dire qu'aussi derrière, les cuisiniers vont devoir se réapproprier d'une matière première qu'ils n'ont plus l'habitude de voir. Voilà, il y a tout ça derrière. Donc c'est une belle aventure qu'on vit. C'est vraiment une aventure, parce que des fois on va un petit peu à l'aveugle, mais on a de plus en plus de concrets qui se mettent en place. C'est un parcours. Merci Cédric. Christian Aguerre, l'alimentation est au cœur de l'agriculture paysanne. Donc, je le dis, vous êtes producteur de porc, le porc basque noir, donc s'appelle le Quintoa. Vous êtes installé à Itsatsu, dans le Pays basque. C'est pas seulement ce que vous produisez, il n'y a pas que le porc noir. Et puis, alors, c'est ça qui a du sens, c'est que vous, les cuisines, ça vous parle puisque vous êtes éleveur et transformateur cuisinier de vos propres produits. Alors, ces étudiants ne connaissent pas votre histoire. Est-ce que vous pouvez nous la résumer en quelques minutes? Oui, bon, on va essayer de faire 25 ans de parcours en quelques minutes. Bon, bonjour à tous, merci de nous accueillir. Enfin, c'était vraiment un plaisir pour nous de venir ici et de venir vous faire découvrir un peu le Pays basque, ses produits, ses races locales et ses dynamiques collectives. Parce que j'ai bien retenu que l'agriculture paysanne, pour qu'elle s'épanouisse, il lui faut un cadre collectif. Donc c'est un peu ce qu'on a fait nous, à notre niveau, dans un petit quartier de notre village où on était 4 petites fermes de 10 à 20 hectares. Il y a 25 ans, on était sur des bancs comme vous, où on nous disait que des petites fermes comme ça n'étaient pas viables, qu'il fallait se spécialiser. Mais si on aimait la vache, il fallait faire de la vache, mais que de la vache et beaucoup de vaches. Et la même chose pour le cochon, les céréales. Et petit à petit, j'ai vu les copains qui étaient avec moi sur les bancs, les uns arrêter, les autres se faire absorber par un autre paysan. Et on a vu que ce n'était pas une solution, en tous les cas, pour nos petites fermes. Donc c'est vrai que la dimension collective, on l'a intégrée dès le départ, en se réunissant. Et en se développant, on était un paysan par ferme, et en se développant de manière coordonnée et complémentaire à travers la valorisation de nos produits en circuit court. Garder la valeur ajoutée sur la ferme, c'est vraiment le cœur c'est la solution en tous les cas que nous on a trouvée. Et aujourd'hui, 20 ans après avoir mis en place un labo collectif de transformation de nos produits, de nos viandes, un système de paniers qu'on livre à domicile toutes les semaines à 250 familles, et bien, sur les 4 fermes des 4 paysans, on est maintenant 15 paysans, puisque tout le monde, toutes les fermes se sont développées, parce que le circuit court stimule la diversification. Et la diversification, ça a des vertus agronomiques. On mélange les productions, on fait des rotations, on mélange l'animal et le végétal. Ça a des vertus aussi économiques. On ne met pas tous les œufs dans le même panier. Donc quand il y a des bonnes années sur une production, ça peut compenser la mauvaise année sur les autres. Et ça a des vertus sociales aussi, parce que quand les ateliers marchent bien, ça génère aussi de l'emploi. Et nous, cet emploi, on l'a choisi de le faire à travers l'installation. Donc aujourd'hui, nous, on est 4 paysans dans notre GAEC, et c'est comme ça dans les autres fermes. Donc en 20 ans, c'est vraiment un système qui a permis aux fermes non seulement de se maintenir, mais aussi de s'épanouir dans un cadre collectif. Alors, ce qui vous réunit, c'est l'agriculture paysanne, mais ce qui vous réunit aussi, c'est d'être installé en race locale. La bretonne pie-noire est une race locale, la vache nantaise en est une, le porc noir basque Quintoa en est un, et
vos 3 races ont toutes failli disparaître. C'est souvent la même histoire, c'est des races qui ont failli disparaître. Alors en quoi aujourd'hui, ce qui était marginal hier, voire ringard, est devenu porteur d'avenir et porteur d'espoir pour des agriculteurs, des paysans? Alors, au Pays Basque, il y avait sur des races locales, des variétés locales aussi. Maintenant, tout le monde connaît le piment d'Espelette, mais il faut savoir qu'il y a 40 ans, le piment d'Espelette, il n'en restait plus que quelques potagers. C'était la même chose pour le quintois. Il y a 30 ans, il ne restait plus que 25 cochons. Et la chachillardie, puisqu'ici il y a des représentants de la chachillardie, qui est une race locale de brebis aussi, a failli disparaître. Enfin voilà, tout ça, ça a pu se maintenir et se développer grâce à des dynamiques collectives, mais aussi à une société qui évolue. Alors au début, on nous disait que c'était des niches, mais à force d'avoir beaucoup de niches, on a commencé à avoir un chenil et on peut intéresser alors les consommateurs, certes, mais aussi les restaurateurs, parce que nous, dans notre projet, le dernier maillon qui nous manquait, c'était présenter le produit dans l'assiette. Donc on a un restaurant, une auberge paysanne, qui ne propose que les produits qui sont produits dans le quartier, dans notre petite vallée. Et tous les paysans travaillent en race et variété locale. Donc ça nécessite par contre une approche de la cuisine qui est une cuisine de l'offre. C'est-à-dire que le cuisinier doit partir de ce qu'il y a, ce qu'il voit, et à partir de là, dès l'instant que le cadre est défini, après, libre cours à son imagination, et c'est là que le cadre sert aussi au cuisinier à pouvoir donner du sens à sa cuisine. Cédric, je rajouterais une chose par rapport à la cohérence race locale, agriculture paysanne. Oui. C'est que, comme tu le disais, il y a 30 ans, il y a 40 ans, les éleveurs qui ont participé à cette sauvegarde et maintenir ces animaux, quand ils se sont retrouvés avec ces animaux, je prends l'exemple par exemple pour la Bretonne Pinoire, on ne pouvait pas mettre le lait à la laiterie. Donc qu'est-ce qu'on en fait? On imagine autre chose et la meilleure des cohérences était de faire du circuit court. Donc c'est de là que c'est pour ça qu'en agriculture paysanne et en race locale, on est souvent en circuit court parce que ça a été les premiers modèles de valorisation, de création de valeur ajoutée. Et aujourd'hui, ça permet du développement économique et des installations derrière. C'est la même chose pour le quintois, qui était un cochon qui avait été abandonné pour ses piètres performances en termes de GMQ et d'indice de consommation, mais aussi pour sa faible prolificité. Et puisque c'est un cochon qui était gras, donc il avait tout faux par rapport à un modèle agricole qui demandait à faire des cochons vite et qui profitait. Et on s'est rendu compte que ce qui avait été oublié, c'était le goût, tout simplement. Le goût de la viande, le plaisir. Et c'est cette dimension qui était absente de tous les raisonnements économiques. Et c'est grâce à ça que, heureusement, qu'on a des papilles qui nous permettent de vous régaler et à nous de nous faire vivre. Donc c'est tout simplement par ce prisme-là de la qualité du produit que petit à petit, ces races locales, on parle du quintois, mais dans le cochon, il y a aussi 6 races locales qui restent en France et qui ont toutes pris un peu le même chemin. Pour les vaches, j'en parle pas puisque on est ici vraiment dans un pays où vous avez su mettre en avant et créer des dynamiques autour de ces races locales. Et c'est dire aussi que c'est un modèle économique qui est viable pour les fermes. Parce qu'aujourd'hui, c'est la grosse interrogation, c'est est-ce qu'on peut vivre sur une petite surface avec, mais voilà, tout le secret est dans la valorisation du produit. Il n'y a pas d'autre. Et cette valorisation, c'est bien sûr les circuits courts. Les circuits courts qui stimulent aussi la diversification. C'est-à-dire que quand on fait de la vente directe, on a accès à un marché. On a accès à des clients qui nous disent « Mais pourquoi vous ne ferez pas ça et ça ?» et on est réactif. Et on est directement en contact et on améliore ses recettes, on élargit notre gamme et c'est ça qui permet de garder la valeur ajoutée de cette production sur la ferme. Merci beaucoup Christian Aguerre, on peut l'applaudir. Cédric Briand, tu restes avec moi. Alors, il va y avoir une autre séquence. Est-ce que Albéric Vallet est arrivé? Parce que je regardais mon portable, et Albéric Vallet est le directeur de la race Maine-Anjou. Il doit nous rejoindre, mais je pense qu'il est perdu dans la fête. Donc, je ne sais pas si Adeline ou quelqu'un d'autre à Cap 44 pourrait me ramener Albéric Vallet. En attendant, Cédric, on va aller derrière. La race rouge des prés. La race rouge des prés, l'AOC Maine-Anjou. L'AOC Maine-Anjou et la race rouge des prés, merci de me corriger.
On passe derrière, Cédric, pour que tu nous expliques ce qui va se passer dans l'amphithéâtre des saveurs. Merci, Christian Aguerre. On vous retrouve derrière, hein, tout le village Oui. du Pays Basque. Il est bien... Non, il est de ce Non, il est côté-ci. là. Il est là. Pardon. Et derrière, vous avez le village des races locales et la maison de l'installation qui est juste derrière. Voilà, donc si vous voulez rendre visite à nos amis du Pays Basque, ça se passe derrière la Hecque, ici. Il y a toute une déambulation à faire. Merci beaucoup. Merci à vous À plus et à tard. très vite. Vous les reconnaîtrez, ils font plein de bruit. Donc on va aller derrière pour vous expliquer ce qui va se passer ici, Cédric, tout le week-end. Alors, Vous avez réuni des brigades, hein, c'est le cas, c'est ce qu'il faut dire. Hein. Brigades de chefs, de bouchers, Et de tout- spécialistes. et tout le monde est bénévole. Et tout le monde est bénévole. C'est bien ça. Hein, Xavier? Ben, je vais être très feignant, je vais donner même la parole à Xavier. Alors, Merci Cédric. Xavier Hamon, vous êtes un peu le grand chef de cet espace-là. Alors non, il n'y a pas de grand chef ici. Il y a pas de grand Il y a- chef. Il y a des cuisiniers et il y a des bénévoles qui sont structurés. Alors il se trouve que je coordonne. Voilà, je vais être coordonnateur. Mais on a banni le mot cuisinier depuis de chef pardon de notre langage depuis longtemps. D'accord. En tout cas dans notre association. Dont on va parler à l'instant. Dont on va parler. Voilà. Vous étiez cuisinier. Jusqu'il y a très peu de temps, vous teniez un restaurant à Quimper. Je ne me trompe pas. C'est bien ça. Vous êtes pleinement investi aujourd'hui donc dans une alliance dont il est question dans les affiches juste devant l'alliance Slow Food des cuisiniers. Alors, Slow Food, je ne suis pas sûr que ça parle forcément à nos élèves étudiants qui sont ici. Ça vous parle le mot fast food? Oui, slow food, vous connaissez le mouvement Slow Food ou pas? Pas du tout. De quoi s'agit-il, Xavier Hamon? Il s'agit au départ d'un mouvement qui est né à la fin des années 80 pour lutter contre ce qu'on voyait arriver dans le nord de l'Italie et partout ailleurs, les fast-foods. Donc l'installation d'un McDonald's, pour ne pas le nommer, à Rome et à Milan, a forcé des Piémontais, donc dans la région de Turin, à se mobiliser pour non pas s'opposer à ce qui arrivait, c'était un mastodonte trop dur à bouger, mais par contre de redonner de la dignité, de la fierté au patrimoine local. Et quand on parle de patrimoine local, on parle de culture, on parle d'agriculture, on parle de savoir-faire. Et c'est un mouvement qui s'est créé sur la défense de la biodiversité, aussi bien végétale qu'animale, la défense des savoir-faire. Comment on peut au moins préserver ce socle? On peut dire que le début du mouvement, ça a été aussi un acte de conservation. Et puis, avec le temps, derrière la conservation, on a compris quand même que les enjeux alimentaires dépassaient les thèmes agricoles et culinaires, et que derrière, il y avait des enjeux sociaux, il y avait des enjeux culturels, il y avait des enjeux économiques, il y avait des enjeux de santé, parfois des enjeux confessionnels. Avec les migrations qui sont en jeu aujourd'hui, on a ces problématiques qu'on ne peut pas éviter, et tout ça autour de l'alimentation. Donc ce mouvement s'est développé sur ces thèmes-là. L'Alliance des cuisiniers Slow Food, elle, a voulu repartir de la racine du mouvement et d'interroger notre pratique complètement, de la réinterroger complètement, de réinventer le métier de cuisinier à travers tout le prisme que je vous ai décrit. La cuisine, oui, mais de l'agriculture, du social, de l'économique. Pour qui on cuisine, pourquoi on le fait. Alors c'est le lien dont nous parlaient Cédric et Christian à l'instant. Hein. Vous venez de nous dire le lien très fort qui vous unit à tous ceux qui vont travailler vos productions. Cédric, cet amphithéâtre de saveurs, quelle est sa vocation? Il en était question tout à l'heure, mais qu'est-ce qui va se passer très concrètement ici pendant toute la fête? Donc sa vocation, c'est bien de transmettre et donner envie, en gros, très simplement. Pendant les 2 jours qui vont venir et la demi-journée cet après-midi, on a écrit à peu près une vingtaine de scénarios, et à chaque fois, un cuisinier, un boucher, un crémier vont à partir d'une recette, d'une pièce d'un bovin ou d'un agneau, on verra. Hein, et à chaque fois, on a imposé au chef. Et l'idée, c'est de raconter l'histoire et qu'il y ait vraiment le même niveau de prise de parole. Ça doit filer entre les trois. Cette recette, elle se partage vraiment dans les 3 métiers. Et l'aboutissement, c'est de montrer une recette très simple. On n'est pas là pour travailler des produits, de les mettre inaccessibles. C'est des recettes qu'on peut reproduire chez nous. L'idée, c'est ça, c'est de montrer que toute cette valorisation des races locales, ça passe par une cuisine simple qu'on peut faire à la maison. La cuisine, c'est pas, faut la démystifier aussi. Laurent parlait de démystifier tout à l'heure le métier de paysan en race locale. Et ben, faut démystifier aussi la cuisine.
La cuisine, c'est pas des shows télévisés, c'est pas une mise en scène, c'est de la pratique, c'est du lien. Et pour que ça perdure tout ça, il faut que les races locales elles rentrent naturellement dans les familles, chez vous, que ça soit pas intimidant, qu'on vous propose des solutions simples et rapides pour transformer les choses qu'on peut trouver dans les circuits courts. Question simple, oui. Les programmes des différents scénarii sont affichés à l'extérieur, vous pourrez voir sur chaque journée. Il y a le programme horaire qui est à la sortie. Question simple à un cuisinier. En quoi les produits issus de l'agriculture paysanne sont agréables, intéressants à travailler par rapport aux autres produits? Il y a quelques éléments déterminants. Je vais parler pour moi dans mon ordre de préférence, mais c'est valable pour tout le monde. La première chose la plus agréable, c'est de retrouver un lien avec le paysan, avec Cédric. Moi, j'ai beaucoup de bonheur à partager un moment humain avec eux, un cuisinier, un paysan. De retrouver ce lien, pour moi, c'est le premier des bénéfices. Le deuxième, c'est que ces races locales, c'est aussi une aventure commune entre les paysans et les transformateurs. Aventure commune parce que se réapproprier une race, c'est d'abord un parcours technique en élevage, mais c'est un parcours technique en cuisine et en boucherie aussi. On a appris, moi j'ai appris, toute ma génération a appris à l'école hôtelière sur des bêtes standardisées, sur des choses pré-mâchées, pré-découpées presque, et je dois réapprendre à utiliser cette viande qui n'a pas la même caractéristique que les autres, à la valoriser. Donc je dois adapter mes recettes. Donc il y a tout un travail de recherche qui est passionnant à faire. On a tout à refaire. Imaginez qu'on doit valoriser aussi toute une bête. Ça, c'est une thématique qu'on ne peut intégrer que si on est en contact direct avec la problématique de l'éleveur. Si je commande que des filets mignons sur un port-blanc de l'Ouest, mais d'où, alors combien de cochons il m'en faut? Il m'en faut un paquet pour refaire un service de 50 personnes. Et qu'est-ce qu'on fait du reste de la bête? Ouais. Et on pourrait se dire qu'on va s'organiser à plusieurs. Non. La manière la plus intelligente, la plus passionnante de travailler ça, c'est comment moi, cuisinier, je réinterprète mon métier pour travailler toute la bête en partenariat avec le paysan. Et économiquement, on a aussi un intérêt majeur, c'est de pouvoir proposer une histoire locale, issue d'une culture locale qui a du sens. C'est le discours qui accompagne les plats, c'est aussi l'histoire qui est derrière. C'est l'histoire, et ce qui est génial dans les races locales, c'est que comme c'est local, on peut le vérifier tout de suite, le discours. Parce que des discours, moi j'en ai tenu pendant des années, et j'en ai entendu, et j'en entends encore. Comment on valide ce discours? Par ce qui se passe localement. Et plus on est local, et plus on peut vérifier la pertinence de la démarche économique, de la démarche culturelle. Et ça, pour le coup, ça ment pas. Merci Xavier Hamon. Est-ce qu'Albéric Vallet est arrivé? Oui. Merci Xavier. Je vais prendre le micro. On va repasser devant Albéric. Albéric Vallet, donc je le disais, désolé pour les petits atermoiements, mais c'est grand, hein, la fête de la vache nantaise. Hein. Albéric Vallet, c'est le monsieur Rouge des Prés. On peut dire ça? Cédric Briand m'a utilement corrigé, c'est plus la Ménanjou. La Ménanjou, c'est le nom de la viande, voilà, qui a été labellisée AOC, appellation d'origine contrôlée. La bête, elle, c'est la Rouge des Prés qu'on trouve un petit peu plus loin, dans l'espace Pays de la Loire. J'ai vu 2 bêtes tout à l'heure qui sont là-bas. Tout à fait. On parlait de valorisation des produits fermiers, c'est un cuisinier qui nous disait ça, mais quand on est producteur, produire, et notamment en race locale, c'est une chose. La question, c'est comment on vend et donc comment on valorise. Alors, parlons de celle que vous connaissez le mieux. Pour la Rouge des Prés, qu'en est-il aujourd'hui? Comment on valorise la viande de Rouge des Prés? Donc c'est une vraie question et une vraie difficulté, hein, c'est évident. Alors on est extrêmement heureux d'entendre des discours comme celui qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire des discours de gens qui sont responsables. Si on est dans la filière conventionnelle, et de plus en plus, la filière industrielle considère que l'animal est une matière première et donc il va en faire une suite de morceaux. Tout ça n'est plus très coordonné et voilà, on va vous demander que des filets de bœuf. Et si vous n'en avez pas dans votre race locale, on va dire c'est pas grave, on va aller en acheter en Autriche, n'importe où en Europe. Et on va perdre le sens de l'équilibre et on va perdre la possibilité de valoriser les races locales.
Donc tout notre travail, c'est justement de trouver localement des consommateurs, et d'abord des consommateurs, et ensuite des artisans, des professionnels qui entendent notre discours, qui partagent notre discours, qui font l'effort de leur côté de faire ce travail d'équilibre de l'animal, et puis qui nous permettent de valoriser nos produits. Valoriser toute la carcasse. Voilà, c'est une des difficultés. C'est forcément une difficulté. Hein. Nos camarades du Port Basque, ils ont une devise: dans le cochon, tout est bon. Dans le bœuf aussi, tout est bon. Mais il y a la démarche de faire la cuisine. Alors, quelquefois, on trouve un petit peu des solutions où on fait un petit peu la cuisine à la place des gens. Mais globalement, il faut faire la cuisine. Et il y a du pot-au-feu sur une vache, même en été. Donc, il faut trouver des solutions à chaque problème. Et on a besoin des cuisiniers, soit pour mettre en œuvre, soit pour nous aider à trouver des recettes qu'on vulgarise ensuite. Mais on a terriblement besoin des cuisiniers pour ça. Est-ce qu'économiquement, les éleveurs de Rouge des Prés vivent de leur métier aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a des jeunes qui s'installent aujourd'hui en Rouge des Prés? Donc on a traversé des périodes où il y avait de l'installation. Aujourd'hui, instantanément, c'est franchement difficile parce que c'est une race qui est dans les petites, mais qui est quand même obligée d'aller sur le marché conventionnel. Donc tous les éleveurs qui vont sur le marché conventionnel, il faut le dire, c'est extrêmement difficile. Dès que les éleveurs arrivent à s'organiser, soit nous, on a la chance de bénéficier d'une appellation d'origine, mais ce n'est pas tout d'avoir le signe de qualité, il faut aussi avoir la filière qui va derrière. Donc si on a la chance et d'être en appellation d'origine et d'avoir rencontré des vrais professionnels qui nous aident à valoriser des bouchers artisans, des cuisiniers, des circuits courts, là on arrive à vivre. Mais il y a un énorme travail de construction, de rapprochement, de proximité entre le producteur et l'éleveur. Vous avez parlé de slow food tout à l'heure. Une des valeurs fondatrices de slow food, c'était il faut consommer pour protéger. Et si vous voulez protéger nos races locales, si vous voulez protéger tous nos modes de production, eh bien il faut les consommer. Il faut que nous on trouve aussi le moyen d'aller vers vous. Un message aux étudiants, élèves qui sont là, qui ne s'installeront pas tous, mais qui pour certains peuvent se poser déjà la question, que ça poseront un petit peu plus tard. En race locale, Rouge des Prés ou autre, quel est le message que vous, qui êtes un expert de ces races-là, pouvez-vous leur adresser? Il faut, au moment de la réflexion du système de production, déjà, il faut être cohérent. C'est-à-dire, il ne faut pas faire un truc qui soit un pied dans l'agriculture intensive conventionnelle et un pied dans la race locale, l'agriculture locale. Il faut être cohérent avec son système. Hein. Si on est en race locale, il faut un système fourragé, un système d'exploitation, une logique d'investissement qui correspond aux races locales. Et après, la deuxième question qu'il faut se poser, mais c'est presque la première, c'est voilà, j'ai choisi d'élever une race, c'est mon coup de cœur. Voilà, je suis tombé amoureux de la bretonne pinoire, je suis tombé amoureux de la froment du Héon. Moi, je suis amoureux d'un peu toutes les races locales, donc je ne vais pas me dénoncer. Mais je suis amoureux de la Rouge des Prés, bien sûr. Qu'est-ce que je vais en faire? Voilà, j'appelle l'inséminateur, j'insémine la vache, ou je fais appel à mon taureau si vous voulez. Mais voilà, le veau va naître, qu'est-ce que je vais en faire? Ouais. Et il faut absolument, absolument avoir la priorité d'un circuit commercial où vous êtes maître de votre produit. C'est super important que ce soit le paysan qui fasse la facture de la vache. Tous ceux qui connaissent bien l'agriculture aujourd'hui, les paysans, ils font plus de facture. C'est extrêmement choquant. Vous êtes paysan, vous faites 100 000 € de chiffre d'affaires, vous ne faites pas une seule facture. C'est votre groupement de producteurs qui vous envoie la facture de l'animal que vous avez produit, et sur la facture, il écrit ce qu'il veut. Retrouvez l'autonomie jusqu'au point de facturer vous-même vos produits. Et ça devrait être dans le projet d'installation. Voilà, je m'installe, je vais faire des vaches. Où est-ce qu'il faut que je les vende pour être moi-même maître de la facture et maître de ce que j'écris sur la facture? Merci beaucoup, Albéric Vallet. Le message est très clair. Vous pouvez l'applaudir aussi. Comme on a perdu... Voilà. Comme on a perdu un tout petit peu de temps, je vous propose d'enchaîner avec la troisième séquence pour parler de restauration collective. La restauration collective, dont il n'a pas encore été question, est devenue un enjeu majeur d'écoulement, ce n'est pas un joli mot, mais en tout cas de valorisation aussi de produits issus de l'agriculture paysanne. Pour en parler, je vais appeler Bernard Lebeau, le maire de Plessis que vous avez vu tout à l'heure, et qui donc au titre du département de Loire-Atlantique, et je vous ai expliqué pourquoi, et Nicolas Leblanc, qui est conseiller restauration scolaire à la direction éducation, justement, de ce conseil départemental. Voilà, bonjour Nicolas.
Bonjour. Alors, je le disais, et c'est sur le devant d'actualité maintenant depuis une dizaine d'années, on a pris conscience que la restauration collective, pour le monde paysan, était devenue un enjeu majeur. C'était un moyen pour eux de valoriser leur production, un moyen pour eux aussi de faire découvrir leurs produits aux élèves, étudiants, ça va de l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Et le département de Loire-Atlantique, donc lui, il est en charge des collèges, hein, ce ne sont pas les lycées, ce ne sont pas les écoles. Vous, la responsabilité de cette collectivité, ce sont les collèges. Vous menez depuis, on va dire, 6-7 ans, 2012, une action d'accompagnement des restaurants dont vous avez la gestion pour qu'ils introduisent un peu plus de produits issus de l'agriculture paysanne locale, qu'elle soit biologique ou non. Donc Nicolas Leblanc, c'est votre parti. Comment ça se passe concrètement? Comment vous avez mené cette démarche et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc le département, c'est 73 collèges avec une cuisine sur site. Donc tout est produit sur chacun des collèges. Et depuis 2012, il y a eu des vagues d'accompagnement qui ont été menées pour faire un diagnostic sur les collèges. Je ne suis pas sûr qu'on vous entende super bien. Vous entendez bien? Non, je pense pas. Est-ce qu'on peut monter le son du micro de Nicolas? Oh, je vais me rapprocher. Voilà, très bien. Donc depuis 2012, il y a des vagues d'accompagnement qui ont été menées sur chacun des collèges avec un diagnostic, un audit. Et après aussi de mettre en lien les producteurs et les consommateurs, qui sont les collèges, lors de tables rondes. Donc ça permettait de mettre en avant justement le local, le bio, et aussi de parler, la particularité de la restauration collective, c'est la logistique. C'est des gros volumes, donc il y a besoin aussi de voir avec les producteurs la logistique à mettre en place pour répondre au volume demandé en restauration collective. Donc ça, c'était un travail on va dire, d'accompagnement, de sourcing, de prise d'information pour construire qui allait être déclinée via la formation au niveau des chefs et des secondes cuisines sur la cuisine alternative et évolutive. Et ça rejoint un peu ce qui était expliqué avant, c'est-à-dire que le département équipe les collèges, les cuisines des collèges de fours, comme on peut voir derrière, mais qui sont des plus grands modèles et qui permettent de maîtriser des cuissons basse température. Donc, alors, allons jusqu'au bout. Pourquoi cuire à basse température? Pour économiser de la matière, voilà. Pour préserver le goût, pour valoriser des bas morceaux sur comment dire, un service de viande. Donc il y a plein d'objectifs et on voit que toutes ces actions-là imbriquées ont permis de valoriser le local et le bio au sein des restaurants scolaires. Cuire à basse température, c'est s'autoriser à acheter un peu plus cher une matière première qui demande, parlons de la viande, à être respecté dans la façon dont on la travaille ensuite. C'est ça l'enjeu. Tout à fait. Moins de pertes aussi, moins de pertes à la cuisson. Et puis, maîtriser la qualité. C'est-à-dire, on voit bien que moi aussi, je suis cuisinier de formation, on nous a enseigné des techniques qui sont en train d'être mises en cause avec les nouveaux matériels qui nous permettent justement de mieux garder la qualité intrinsèque du produit. Alors, il y a un vrai mouvement d'introduction, de réintroduction des produits locaux et bio dans la restauration collective. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes fixé un taux d'introduction? On sait qu'il y a des objectifs politiques qui sont fixés par les ministères, qui vous disent on va essayer de mettre tant de produits. Vous en êtes où en Loire-Atlantique aujourd'hui? On est à 20% de produits locaux et 15% de produits bio. Donc, la volonté, bien sûr, d'être à minima sur ce que demande la réglementation suite aux états généraux de l'alimentation. Bernard Lebeau, je me trompe? Je pense pas. Si je dis qu'on n'a sans doute jamais aussi bien mangé dans les restaurants collectifs des collèges de Loire-Atlantique, et puis on peut prendre tous les départements voisins parce que je le redis, il y a un vrai mouvement. Est-ce que c'est pas une réalité aujourd'hui? On mange de mieux en mieux. Sans faire injure à ceux qui ont travaillé avant, hein, bien entendu. Non, pas du tout. On mange de mieux en mieux, mais il y a une prise de conscience, il y a une demande sociétale de s'approprier le produit qu'on consomme. Et en Loire-Atlantique, aujourd'hui, dans la restauration collective, c'est 63 millions de repas par an. Donc ce n'est pas anodin. Attention, soyons clairs, on ne va pas sauver tous les agriculteurs. Et toute la production agricole ne pourra pas être consommée en restauration collective localement. Donc il faut être aussi serein et puis être pragmatique. Maintenant, il y a une demande sociétale de vouloir manger, de s'approprier véritablement les produits locaux, bio,
c'est bizarre, mais enfin, il ne faut pas avoir peur de le dire aussi, mais il y a quelques années, on parlait du bio, et aujourd'hui, la demande sociétale, c'est on se rapproche du produit local aussi. Ça n'empêche pas qu'il peut être bio aussi, et c'est vraiment l'idéal. Mais il y a une demande sociétale, et alors fort de l'expérience du département, depuis 12 ans, Monsieur Leblanc, vous venez de le dire, eh bien, nous voulons amplifier ce mouvement. Et pour amplifier ce mouvement, il faut partir de la base, c'est-à-dire de la production. D'abord, les producteurs, les accompagner. Donc, on est sur un projet stratégique assez ambitieux sur plusieurs années. Et puis, ça va du producteur, les accompagner avec des appels à projets, mais pas que les agriculteurs, parce que, comme vous le disiez, c'est de la production à la consommation, en passant par la logistique, et après, la fabrication du produit et la communication. Donc, il faut donner de l'envie à l'envie, comme je dis, aux élus aussi locaux pour pouvoir insuffler cette envie. Et c'est ce que chantait Johnny Hallyday tout à l'heure dans la sono de la fête, me semble-t-il. 2012, début de l'accompagnement. Le plan d'action que vous évoquez, il a été voté en décembre l'année dernière. Quelles sont les marges de progression concrètement? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire encore mieux? On a de la marge. Après, elle est très difficile à mesurer, puisque aujourd'hui, vous disiez, il y a 15% de produits locaux et bio. Bio. Et 20 en locaux. Donc, nous avons de la marge de progression. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à augmenter de façon importante cette part-là. Alors, je ne veux pas, parce que je joue à domicile, et donc je vais m'en servir un petit peu quand même, la cantine centrale, on va dire, de Plessis qui fait 450 repas par jour. Nous sommes à plus de 60% de produits bio chez nous. Bon, je sais qu'il y a des communes voisines qui sont, c'est un choix politique, à 100%. Après, il faut allier aussi la rentabilité et puis être raisonnable dans les prix. Nous arrivons, nous, à Plessis, je prends l'exemple de Plessis parce que c'est très concret, oui. Nous arrivons à 60% sans augmenter le prix, véritablement de quelques centimes. Mais bon, il faut faire fonctionner les cerveaux, c'est de la motivation. Alors, que ce soit pour les communes, que ce soit pour les collèges, mais là, c'est en cours et ça monte bien puisque les structures sont bien en place. Et puis après, la restauration collective, ce n'est pas que les collèges ou les écoles, ce sont les restaurants de collectivité qu'on peut avoir un peu partout. Et donc là, il faut aller voir aussi ces grosses unités qui ont envie, mais il faut leur donner envie d'abord de vouloir y aller, et puis après, donc les convaincre, et après structurer toute la chaîne pour que chacun ait facilement la possibilité d'augmenter le pourcentage de produits bio et de produits locaux. Donc ce sont les résidences pour personnes âgées, sont les établissements hospitaliers locaux ou plus importants. Bref, il y a encore une restauration collective qui peut s'emparer, ça commence, mais qui peut s'emparer encore un peu mieux de ces données-là. Oui, on a quelques exemples par exemple, vous parliez de maisons de retraite, d'EHPAD, qui déjà... Alors après, il faut une motivation de la direction, il faut une motivation des cuisiniers qui ont envie de faire... d'améliorer les choses. Je pense que si on ne peut pas forcer au forceps imposer des produits locaux dans une structure quelle qu'elle soit, si les responsables d'abord de la gestion et les responsables des cuisines ne sont pas motivés. Donc tout se passe dans la motivation des uns et des autres. Et l'une de vos missions, Nicolas Leblanc, pour ces cuisiniers en restauration collective, c'est de les accompagner. Vous avez parlé de la formation à la cuisine alternative ou douce, c'est l'une des missions que vous menez. Oui, on arrive au terme justement puisque on est à 115 chefs et seconds sur les 130 que compte le département qui ont été formés. Et la continuité, c'est d'amener d'autres modules de formation qui permettent justement la valorisation des produits locaux et bio. Et le module qui est en train de se monter, qui a démarré, c'est la pâtisserie en restauration scolaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en collectivité, on parle en centaines de repas sur un service assez restreint. Et donc, c'est d'autres méthodes de travail pour valoriser les produits bruts. Parmi les projets que j'ai lus dans votre plan d'action, il y a l'idée d'éditer un guide de recettes, je ne me trompe pas, tout à fait, qui serait proposé par les chefs voilà. des restaurants scolaires des collèges de Loire-Atlantique. Et la recette qui met en lien un produit avec un producteur local. Bon, là aussi, vous valorisez un métier
cuisinier en restauration collective, qui a pu être un peu, on va dire, non pas décrié, mais qui n'était pas non plus le plus valorisé des métiers il y a encore quelques années. Il est en train de reprendre de la valeur aussi avec ce travail-là, non? Bernard Lebeau, qu'est-ce que vous en pensez? Je reprendrai ce que... Oui, ça marche. Je reprendrai ce que... Non, prenez le micro de... Je reprendrai ce que le président a dit tout à l'heure dans sa présentation. Il parlait aux jeunes sur la motivation de faire un métier qu'on aime, on a envie de faire. Et là, également, la cuisine, c'est la même chose. Il y a des cuisiniers peut-être dans les années 70-80 où il fallait sortir du volume rapidement, au moins cher possible, alors que ce n'était pas forcément valorisant pour eux-mêmes. Et donc aujourd'hui, il faut aimer ce que l'on fait, et quand on aime ce que l'on fait, on ne peut que s'améliorer. Merci beaucoup à tous les deux. Le conseil départemental, vous pouvez les applaudir. Conseil départemental, vous avez un espace qui vous est dédié, je ne me trompe pas? Oui, bien sûr, à côté des autres collectivités. Très bien, merci à tous les deux. La remise des prix, ça a lieu à midi. On a encore quelques minutes ensemble. Merci à tous les deux encore une fois. Quelques minutes ensemble, on va aller voir un éleveur de froment de Léon. La froment de Léon, c'est une vache bretonne qui, elle aussi, a été sauvegardée. S'appelle Benoît Alain. Il est là. Je te rejoins, Benoît. Je te rejoins là-bas. Avant, je vais faire un petit tour à l'espace boucherie pour vous parler du travail qui est mené ici. Si vous avez envie d'intervenir, parce que je ne vous ai pas encore donné la parole, et puis ça peut potentiellement vous saouler, mais si vous voulez prendre la parole, vous levez la main, vous me faites signe. Vous pouvez aussi poser des questions. Voilà, donc je retourne derrière. Cédric Briand a disparu, j'ai l'impression. Mais c'est pas grave. Voilà, je vais aller à l'espace boucherie, parler avec deux bouchers. Messieurs, je peux vous déranger? Oui, bien sûr. Bon. Alors, je les ai rencontrés tout à l'heure. Didier Damier, c'est son nom. Il est boucher charcutier à Nantes. Oui, à Nantes. Voilà, c'est vous qui coordonnez un peu cet espace-là. Les viandes, oui. Voilà, et Gaël Châtelier qui est ici, c'est presque un local, il est originaire de Treillères et il s'installe au 1er janvier prochain en tant que boucher et paysan à Derval. C'est pas banal, hein. Je sais pas combien il y en a dans le... Prenez un micro, Gaël. Je ne sais pas combien vous êtes boucher paysan, vous en connaissez beaucoup? J'en connais pas. Vous n'en connaissez pas? Alors pourquoi? Pourquoi? Déjà, je suis boucher depuis 20 ans déjà. Approchez bien le micro, s'il vous plaît. Je suis boucher depuis 20 ans. Après, ma femme m'a offert une bretonne pinard à l'âge de 30 ans, quoi. Donc j'ai fait mon stage au 7 chemins, chez Cédric là-bas. Et puis voilà, quoi, l'amour de la viande, l'amour des races locales. Parce qu'on pourrait se contenter de l'un ou de l'autre. Je suis éleveur, je fais déjà bien mon métier. Je suis boucher, je fais déjà bien mon métier. Vous choisissez de tenter d'allier les deux. Voilà, oui. Emmener mes animaux jusqu'au bout, quoi, dans le respect de l'animal et tout ça, quoi. Alors très concrètement, votre boucherie, votre laboratoire sera sur site dans votre ferme? Oui, à Derval, à la Noé-Jean, à Derval. Avec une vente en direct? En direct. D'accord. En direct. Avec des horaires précis d'ouverture? Vous savez encore déjà comment ça va se passer à peu près? Le vendredi soir, je pense, ouais, avec d'autres paysans sur Derval, quoi. C'est pas commun, parce que Derval... l'un des premiers, quoi, voilà. Donc, Et donc ce sera de la bretonne pinoire? La bretonne pinoire et le porc blanc de l'Ouest. Dont on aurait pu penser, la bretonne pinoire, que c'était simplement une vache laitière, mais donc la preuve en est aussi qu'elle a des qualités bouchères. Oui, tout à fait, elle a un joli persillé, quoi, qui donne du goût, quoi, donc un bon gras, quoi. Petit gabarit, mais très bonne viande et très belle à travailler. Merci Gaël. Didier, vous avez un peu plus d'expérience? Bonjour à tous. Vous travaillez depuis combien de temps dans la boucherie? 43 ans. 43 ans. Ouais. Alors, si vous avez accepté de l'invitation de la fête des vaches nantaises, c'est pas un hasard, c'est que ça vous fait plaisir d'être là. Ça faisait plaisir d'être là, d'abord pour soutenir Cédric et puis Laurent et puis toute cette belle équipe. Et je tiens au passage à féliciter les bénévoles, ils sont 1500, il faut en parler quand même, parce que sans eux, ça ne se ferait pas non plus. Donc moi, je suis là aujourd'hui parce que d'abord, je vais soutenir cette filière. Moi-même, fils de paysan, j'ai pu connaître tout au long de mon enfance ce parcours. Donc je crois vraiment en cela et je me dis qu'aujourd'hui, on peut faire tout le monde en France, on pourrait nourrir toute la France avec ce genre d'attitude, comportement de l'élevage de A jusque dans l'assiette. On pourrait être en autonomie totale.
totale. Plutôt que d'avoir des chaînes de viande et tout ce qu'on veut et au bout du compte qui vont à la poubelle et qui sont surtout nocifs pour la santé. Ici, on travaille sans pesticides avec des produits naturels, donc tout va bien, quoi. Alors, le travail du paysan, on sent un lien extrêmement fort, il en était question, Bien sûr, entre les éleveurs et vous. sûr. C'est quelque chose auquel vous êtes extrêmement attaché. Je suis vraiment attaché à ce côté-là. L'éleveur, pour moi, c'est primordial. Je remercie tous au quotidien mes éleveurs parce qu'ils nous fournissent quand même la matière première. Et quelle matière première! Bravo à eux, que ce soit dans la filière de la viande, des légumes, des fromages, j'en oublie certainement, mais et des vins aussi dans les vins. Je suis amateur de vin naturel. Donc c'est une filière vraiment qu'il faut soutenir et vraiment acheter ces produits car ils sont vraiment pas plus chers que ceux que vous trouverez dans les grandes surfaces où on n'aura pas le plaisir gustatif. Voilà. C'est quoi ce morceau de bœuf qu'on a devant nous? C'est un tourneau d'eau de bœuf que Gaël va nous ficeler là avec une belle présentation et qu'on met en vitrine depuis ce matin. On fait une belle association de viande sur l'agneau. Toute la viande que vous travaillez depuis ce matin, elle va être proposée, présentée en vitrine. Présentée et pour les chefs sur les 3 jours. Pour les recettes. Et intégrée dans les recettes des chefs ensuite. Bon. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous laisse travailler. Pour vous montrer que alors, il y a 2 autres bouchers qui travaillent avec eux. Ici, il y a Anthony Martin avec la casquette noire. Il travaille dans une Biocoop à Rennes. Et puis, un parcours étonnant. Je l'ai découvert tout à l'heure. Donc, il s'appelle, que je ne dis pas de bêtises, Richard. Voilà. Richard, il a été trader avant d'être psychothérapeute. Et 3e vie professionnelle, il devient restaurateur, cuisinier. Un petit mot, Richard, sur cette reconversion là aussi. Comment on en arrive à devenir un professionnel de l'alimentation comme ça? C'est quoi? Disons que la cuisine, c'était présent depuis très longtemps. Et j'ai eu un parcours effectivement un peu diversifié. Et puis quand on est dans un cabinet de psychothérapie, à force d'aider les gens à essayer de trouver ce qu'ils veulent faire, on se dit qu'il faut le faire soi-même. Donc voilà, donc la cuisine c'était là et je me suis dit qu'il me restait encore assez de temps pour faire une 3e vie, peut-être une 4e. Et du coup j'ai décidé de me lancer. Donc j'ai repris mes études, j'ai refait des formations, j'ai travaillé dans des restaurants principalement sur Nantes, au Pickles qui seront là dimanche, à la raffinerie qui sera là aussi dimanche. Et puis voilà, donc j'ai décidé d'ouvrir mon restaurant qui devrait ouvrir en octobre si tout se passe bien à Nantes. Pourquoi la vache nantaise? Tout simplement parce qu'ici on a une belle qualité de produit, il y a une philosophie qui est la mienne, de travailler sur des circuits courts, de faire attention à ce qu'on mange, de valoriser le travail des paysans qui font un travail difficile et qualitatif. C'est assez remarquable de voir comment leur travail a permis de sauver des races qui étaient en train de disparaître. Ça nous évite, ça recrée de la diversité et la diversité c'est la vie. Donc il me semble que c'est nécessaire de soutenir cette démarche. Si on veut tous bien manger, si on veut prendre soin de la terre qui nous abrite, si on veut prendre du plaisir tout en restant en bonne santé, ça me paraît important de soutenir toutes ces démarches. Ce sera aussi le sens du restaurant que je suis en train de créer, de mettre en avant ces produits, d'essayer non pas de les magnifier comme on dit parfois, mais juste de leur rendre grâce et de façon à ce que vous puissiez en profiter dans les assiettes. Ce restaurant s'appellera comment? Un peu de publicité. Ça s'appellera l'aménité. Donc l'aménité, c'est un vieux terme qui n'est pas très connu. C'est le substantif de l'adjectif amène et ça veut dire la douceur accompagnée de grâce et de politesse. Voilà, la douceur accompagnée de grâce et de politesse. Merci beaucoup Richard, bon travail. Je vous avais promis de terminer avec Benoît Alain. Bonjour Benoît. On termine à l'espace des produits laitiers donc de cet amphithéâtre des saveurs. Donc Benoît Alain, comme vous, il a été étudiant dans un établissement agricole, je ne me trompe pas? Non, j'ai fait à l'époque un bac des primes et après j'ai fait un BTS production animale au lycée Latouche à Pleurmel dans le Morbihan. Voilà, le bac des primes c'était le bac agricole à l'époque. Hein. Ouais. Voilà. Votre père était lui aussi paysan, agriculteur, installé en conventionnel, hein, Côte d'Armor. Ouais, donc mon père était installé dans le nord-ouest des Côtes d'Armor, à côté de Lannion, là, sur la côte. Le village s'appelle Ploubezre. Ploubert. Ouais. Et donc, il faisait de la volaille industrielle et de l'engraissement de bovins. Et donc, moi, je me suis installé il y a 20 ans pile, le 7 septembre 1998, pour monter un atelier laitier qui, au départ, a été mené en système herbager. Puis, les races locales sont arrivées chez nous. Viens là.
en 2001 et on a commencé à transformer nos produits en 2011. Voilà, alors vous avez basculé complètement votre ferme, la ferme familiale, dans autre chose. Pourquoi? Chez nous, en fait, on a changé parce que quand moi j'étais à l'école, on avait été voir justement, un peu comme aujourd'hui, un gars qui travaillait avec des races locales et ça m'avait interpellé. Et je m'étais dit, je voyais que le système de restitution qui faisait que mon père faisait de la volaille de chair allait s'arrêter. Je voyais bien que le métier tel qu'il était là, où on m'amenait de l'aliment, du poussin, ça ne convenait pas du tout à ma philosophie. Et donc j'ai commencé à me poser des questions et en fait le jour où vous posez des questions, c'est que vous avez commencé à changer. Donc j'espère qu'il y en aura au moins 3 ou 4 qui se poseront des questions. Je dis pas que le parcours il est simple parce que faut pas l'idéaliser non plus. Faut pas l'idéaliser. Chez nous ça a été compliqué. Faire admettre à mon père qu'on allait faire un système toute herbe en bio avec des froment du Léon et qu'il allait plus aller faire l'ensilage de maïs chez ses voisins, ça allait être compliqué. Donc avec une vache qui plus est disparue pour lui, qui était du passé quoi. Ouais, pour lui au départ on était des passistes et en fait on se rend compte 20 ans après que on a eu partiellement raison ou totalement raison, je sais pas, mais on a su créer quelque chose de différent et que on voit bien la reconnaissance de nos produits. Nous on bosse aussi avec quelques chefs. Notre cœur de métier c'est de distribuer à nos voisins. Ouais. Aux gens qui viennent à marché à la ferme, parce que sur la ferme, il y a un marché à la ferme tous les mardis soirs avec 15 producteurs. Et on a aussi un peu de distribution chez des chefs. Et là, l'idée, c'était de voir si nos produits gustativement étaient bons. Et en fait, bingo, quoi, oui. Donc, en froment de Léon comme en bretonne pinot noir en vache nantaise, c'est la logique de proximité, de circuit court qui structure votre système économique. Ouais, en fait, ces vaches... Elles sont pas adaptées à faire quand on fait du lait laiterie, parce que nous on fait un peu de lait laiterie, on emmène un peu de lait à Biolay. Quand on fait du lait laiterie, en fait, la qualité n'est pas aujourd'hui encore suffisamment rémunérée pour que ces vaches-là trouvent leur place. Et après, c'est vraiment dommage de mettre une qualité de lait comme ça dans un camion pour faire du lait UHT. Et donc, du coup, l'idée c'était d'aller un peu plus loin, c'était d'aller jusqu'à la transfo. Mais on peut aussi imaginer, il y a aussi dans des éleveurs de froment du Léon qui sont des éleveurs laitiers circuit long, mais qui par passion et par souci de transmettre un patrimoine génétique et biodiversité, en ont quelques-unes chez eux et qui continuent à les faire reproduire pour le plaisir d'en avoir. Et ces gens-là participent aussi à la sauvegarde de cette race-là, parce qu'aujourd'hui on est autour de 360 animaux, donc ce qui est relativement peu. Et avec... on est parti de bas, on est parti de 24 vaches en 84, il y en a 378 aujourd'hui. Mais on se rend compte quand même que ces animaux-là ont leur place vraiment avec de la transfo. On doit produire, transformer et vendre si on veut. Vous avez prononcé le mot de plaisir, on n'a pas encore, on l'a deviné, mais on ne l'a pas forcément prononcé jusqu'alors. C'est quoi la place du plaisir dans votre métier? C'est le moteur? Moi je vais vous dire franchement, du temps où on faisait de la volaille de chair, c'est pas si vieux que ça, on a arrêté en 2012. On faisait du poulet pour le Qatar. Pour le Qatar? Ouais. D'accord. On a donc du poulet export avec des restitutions européennes. Jamais on mangeait un morceau de poulet de la maison. Jamais. Et là aujourd'hui, les produits qu'on sort de la ferme, ils vont sur des grandes tables. Ouais. Et on en mange tous les jours. Et en fait pour moi, le métier de paysan, il ne doit pas se réduire à la joie de conduire un gros tracteur avec un ordinateur dedans. C'est aussi à la joie de manger tous les jours, avoir dans son congélateur ou dans son frigo des produits qu'on a produits sur notre exploitation. Et là, aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui produisent des choses qui eux-mêmes ne mangeraient pas. Merci beaucoup, Benoît. Un petit mot sur ce que vous allez faire ici, sur cet espace? Alors là, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'était un écrémage. Donc l'écrémage, c'est quoi? C'est simplement séparer la matière grasse du lait pour soit faire de la crème fraîche, soit, en la laissant maturer, faire du beurre. Donc la crème maturée comme ça, au bout de 4-5 jours, on pourrait faire du beurre avec. Donc il faut grosso modo 12 litres de lait pour faire 1 litre de crème fraîche. Ouais. Donc c'est une simple concentration du lait, c'est-à-dire que c'est une action mécanique. Dans le temps, en fait, ils laissaient le lait remonter, ils écrémaient à la louche. Et depuis les années 1900 à peu près, en fait, c'est une centrifugeuse, c'est-à-dire que ça tourne à 6000 tours minute, les crémeuses. Et donc ça sépare les corps gras du lait. Ce qui sort, c'est du lait à 0%. Il n'y a plus de crème dedans. Et après, sur l'espace, là, il va y avoir différentes fabrications. Là, ce que vous avez devant vous, là, c'est une baratte. Donc ça, c'est une baratte malaxeuse. Donc l'idée, ça va être de mettre de la crème fraîche maturée dedans. Et là, c'est encore pareil. On va mettre 10 litres. On va mettre 10 litres de crème. On va sortir à peu près 6,5 kg de beurre. D'accord.
avec ce qu'on appelle le lait ribot ou le bas beurre qui va sortir, et le beurre après qui va être salé ou pas selon les Ça sera du beurre de froment de Léon en l'occurrence? Ouais, là c'est de la crème de froment du Léon qu'on a, qui vient de passer en Ille-et-Vilaine. D'accord, donc il a une spécificité, si j'ai bien compris, ce beurre, c'est sa couleur. Ouais, puis c'est le meilleur. Évidemment. Non, il a une spécificité, en fait la froment du Léon, elle a une capacité à fixer la bêta-carotène. Alors la bêta-carotène c'est quoi? C'est c'est présent dans les fourrages, dans l'herbe. Il n'y en a pas dans les fourrages conservés, hormis dans les foins séchés. Même en déshumidification, en hydratation, il n'y en a plus. Et en fait, c'est ce qui donne deux choses. La bêta-carotène, ça donne la couleur très, très orangée à la crème. Et en plus, la froment du Léon a une capacité à produire une crème très baratable. C'est-à-dire qu'il faut 20 litres de lait pour faire 1 kg de beurre avec une race lambda. Oui. Avec la froment du Léon, il en faut 17. Il en faut 17. Bon. Parfait. Merci, travaillez bien. On peut applaudir Benoît Alain pour son témoignage.